Alors bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis la première table ronde, voilà, à moi tout seul, si je puis dire. Donc je suis Hippolyte Delbis. Je remercie tout d'abord Béatrice, Anne, toute l'équipe pour l'organisation de ces journées qui sont absolument magnifiques. Merci d'avoir choisi la démographie et puis merci de me faire l'honneur de faire l'ouverture en fait sur ce thème. Alors ce que je vais faire, c'est vous présenter un petit peu une vision un peu subjective que je peux en avoir, qui est celle d'un économiste qui a découvert la démographie sur le tard. En fait, j'ai découvert vraiment cette discipline en thèse, et puis depuis, ça fait déjà un petit moment, une vingtaine d'années, c'est une discipline qui ne me quitte pas et que je continue à beaucoup aimer, découvrir et apprécier. Donc je voudrais, en fait, pour cette introduction, vous présenter trois petits paradoxes, qui ne sont pas vraiment des paradoxes, mais trois petits éléments que je peux avoir, et puis un petit cliché, et voilà, ce serait une façon d'introduire et de commencer l'étude de ces journées tout à fait passionnantes. Alors, premier paradoxe, c'est une science ancienne, mais en même temps, lorsqu'elle se présente dans le débat public, elle est extrêmement conflictuelle et elle est sujette à beaucoup de fantasmes. Alors oui, c'est une science ancienne, c'est la science ancienne c'est la plus ancienne en fait des sciences sociales. D'accord ? On remonte finalement à la fin du XVIe siècle. Alors, imaginez l'état de l'économie à la fin du XVIe siècle. La sociologie, j'en parle même pas. Mais la démographie est là, et elle est là avec l'étape de mortalité. Et alors le premier, donc c'est un marchand, d'ailleurs, voilà, le lien peut-être enseignant-entreprise est là, c'est un marchand, c'est Graunt en Angleterre qui va faire cette première table de mortalité, mais elle est fausse du fait des données qu'il utilise. En fait, la vraie première table de mortalité qui soit à peu près solide, elle est due à Halley. Alors, vous connaissez sûrement Halley, l'astronome, et moi, quand j'étais petit, à un moment, il y a la comète de Halley qui est passée près de Paris. Et je dirais que ça dit beaucoup sur la hiérarchie qu'on peut avoir des différentes sciences, de connaître Halley à cause de cette comète. Je veux dire, il n'y a aucun intérêt. Je veux dire, la contribution au savoir humain d'avoir identifié cette comète est à peu près nulle, alors que la contribution d'avoir créé une table de mortalité est absolument immense. Ça a créé un champ, une discipline qui est l'actuariat. Ça a créé une industrie qui est évidemment toute l'assurance vie, etc. Et voilà. Et moi, je trouve qu'une table de mortalité, c'est quelque chose de beau. C'est très intéressant. Je veux dire, à ce moment-là, je veux dire, la mort est dans les mains de Dieu. Je veux dire, elle n'est pas dans les mains d'une loi de la nature et d'une loi statistique. Faire une table de mortalité, c'est prétendre comprendre et anticiper potentiellement la mortalité. Donc, c'est une avancée en fait dans l'esprit humain qui est infinie. Si je continue, c'est même un démographe qui a créé la notion d'homme moyen, voilà, qu'on utilise maintenant couramment, c'est Quetelet en 1840, qui a finalement, je vais utiliser des mots d'aujourd'hui, en fait, il a une base de données qui sont celles de soldats écossais. Il y a un très grand nombre de mesures sur des soldats écossais. Alors, je ne sais pas très bien ce qu'il lui prend, mais il va essayer de calculer la moyenne du tour de poitrine des soldats écossais. Et il obtient que, voilà, en moyenne, le soldat moyen, alors lui, il va le qualifier de soldat idéal, a un tour de poitrine qui fait 40 pouces. Et il dit que voilà, ce 40 pouces, si vous voulez, c'est la meilleure prédiction qu'on pourrait faire, en fait, de la mesure de la tour de poitrine d'un soldat écossais. Et tous les soldats qui ont des poitrines soit plus larges, soit plus faibles, et ben, il va qualifier la différence entre leur tour de poitrine à eux et puis celle de l'homme idéal, de l'homme moyen, d'erreur, et un terme d'erreur qu'on utilise encore en statistique, etc. Donc, je veux dire, voilà, c'est très présent, et c'est très présent depuis l'origine. C'est une discipline qui est, je dirais, qui a un contenu scientifique qui est très fort depuis très longtemps, et néanmoins qui reste sujet à des polémiques, à des fantasmes qui sont très importants. Rien que le mot population, son origine latine, c'est populari, depopulari, c'est le désastre, c'est la dévastation. C'est pour ça que généralement on préfère le terme de démographe, qui lui est moins connoté. Mais vous voyez, dès qu'on parle de population, on tombe quand même souvent dans l'exagération. S'il y a une croissance de la population mondiale, c'est nécessairement une explosion de la population. Si on a une diminution de la population mondiale,
mondiale, c'est nécessairement un déclin, une abomination. On fait rarement, en fait, dans la demi-mesure en démographie. Et bien sûr, hein, les thèmes qui sont étudiés par les démographes sont extrêmement polémiques. Pensez à la restriction des naissances, hein, qui est le sujet qui va traverser tout le XXe siècle et qui va être sujet à des conflits très importants, des conflits même politiques ou idéologiques très importants. Pensez aujourd'hui aux études de genre qui sont très présentes en démographie et qui suscitent aussi des débats très passionnés dans la sphère publique. Pensez bien sûr à la migration, on n'a pas besoin de faire un dessin, et ça continue toujours comme étant un élément très polémique. Alors, deuxième petit paradoxe, si je puis dire, ou deuxième petit plaisir que je peux avoir avec la démographie, c'est que c'est une discipline qui a une terminologie qui est relativement simple et accessible, mais qui étudie des phénomènes qui sont extrêmement complexes. Tous les mots en fait de la démographie sont connus de tous. La naissance, le mariage, les décès, la migration. Il n'y a pas de jargon en fait dans cette discipline et ça c'est extrêmement plaisant. Et puis même, je dirais même le cadre de base en fait, hein, tel que je le perçois, hein, le cadre de base de la démographie est extrêmement cadré, extrêmement cohérent, il fonctionne bien. La croissance de la population, elle augmente avec les naissances et puis avec l'immigration, puis elle diminue avec les décès et les migrations. Voilà, il y a 4 variables. Et puis ces 4 variables, on les a bien identifiées, elles sont là. Et avec ces 4 variables, vous avez l'équation, votre dynamique de la population. Et ça, quand je vois par rapport aux économistes, quel que soit le phénomène, il y en a toujours un qui arrive avec une nouvelle variable, etc. On ne sait jamais. C'est quand même assez incroyable. Pensez à la théorie de la croissance. À Solow, Solow s'aperçoit qu'il y a une espèce de progrès technique qui tombe du ciel. On décompose la croissance, on n'a même pas les facteurs qu'on pensait. D'accord ? Et donc ça, c'est une vraie différence. Vous voyez, il y a un vrai bonheur, en fait, notamment pour un mathématicien, etc., travailler avec un objet qui est un objet démographique parce que c'est justement très cadré. Alors, c'est simple, mais néanmoins, les phénomènes sont complexes. Il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Et ça, je veux dire, il faut prendre à rebours un peu une idée un peu facile. Les gens pensent que comme ils connaissent les termes, vous voyez, ils comprennent le phénomène. Et en fait, c'est tout le contraire. Avec la démographie, ce n'est pas parce que vous connaissez la terminologie, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de jargon, que ce n'est pas compliqué. Et au contraire, ça l'est, et ça l'est énormément. Et il y a plein de mystères encore en démographie. Par exemple, pourquoi est-ce qu'il y a eu un rebond de la fécondité à la fin des années 90. C'est quelque chose dans les pays riches. C'est quelque chose on n'a pas. Après, on l'a oublié parce qu'elle a rediminué, mais je veux dire, c'était quelque chose qui a été étudié, mais c'est sur lequel on n'a pas vraiment. C'est un espèce de mystère. Hein, je veux dire, qui avait beaucoup étonné à l'époque. Pourquoi il y a des différences d'espérance de vie qui sont telles, hein, d'une région à l'autre, d'un pays à l'autre, etc. Parfois entre les classes sociales, c'est quelque chose qui est étudié, mais c'est des choses pour lesquelles on n'a pas vraiment des réponses. Quelle est la courbe de mortalité après 100 ans, après 110 ans? C'est encore l'objet de débats absolument passionnés dans la science. D'accord? Donc, si j'étais un peu méchant, je dirais que la démographie, c'est vraiment le contraire de la finance. La finance, il y a énormément de jargon, et puis des phénomènes assez simples. La démographie, c'est le contraire. Vous avez c'est pas tout à fait vrai, mais bon, voilà. J'ai le droit parce que c'est l'introduction. Troisième petit paradoxe, je dirais que c'est une discipline qui est interdisciplinaire, et donc ça c'est bien, hein, surtout dans ce ministère, etc. C'est vraiment un peu très interdisciplinaire. De mon point de vue, elle est parfois un peu trop. Voilà, je vais développer. Alors, elle est interdisciplinaire par sa proximité avec les maths. Hein. Je ne sais pas s'il y a des profs de maths ici, mais l'équation de base de la dynamique de population, c'est un objet mathématique relativement complexe, hein, développé notamment par un Autrichien américain dont la mère était française, qui s'appelle Alfred Lotka, en 1800.
1934 dans sa théorie analytique des populations biologiques, donc il publie en français de fait, et il écrit cette équation de la population. Alors l'autre cas, c'est intéressant alors, pour les économistes ici, l'autre cas, c'est un peu il est à la démographie ce que Walras est à l'économie, si vous voulez. Ouais, Walras va établir le cadre, le cadre mathématique qui représente l'équilibre général, mais ne va pas être capable, d'une certaine manière, de le résoudre. Il n'a pas les outils mathématiques. L'autre cas, c'est à peu près la même chose. Donc il établit le cadre, et puis finalement, il est obligé d'avoir une espèce de preuve heuristique en fait, de l'existence de la solution, et la solution, c'est le taux de croissance de la population. D'accord ? Et ça, c'est la théorie des populations stables. Ça s'exprime comme une équation différentielle, mais une équation différentielle qui n'est pas ordinaire, hein, qui est un peu complexe, parce qu'elle a des délais discrets, hein, ce qui fait que l'équation caractéristique est transcendantale. Il y a une infinité de solutions. Donc, si vous souhaitez faire des maths un petit peu avancées, etc., la démographie vous donne un très bon support. Bien sûr, il y a des liens évidents avec l'économie. Hein. Les économistes classiques parlaient tous de démographie, c'était évident, c'est l'elephant in the room, comme on le dit, donc on ne peut pas parler d'économie sans parler de démographie. Puis il y a eu Malthus, alors qui est un auteur que j'aime bien, que j'apprécie, qui écrit très bien, etc., mais qui est la personne détestée par excellence, hein, même si son nom propre va devenir un nom commun, hein, ce qui est une forme de consécration hein, pour un scientifique, mais c'est quelqu'un qui a été... il y a beaucoup à dire, je ne vais pas forcément développer, mais après Malthus, si vous voulez, très courageusement, les économistes vont quitter un peu le domaine de la population, et il faudra attendre finalement Becker hein, pour avoir un retour des économistes aux questions de population. Alors il va le faire avec son traité de la famille. Alors c'est assez intéressant d'ailleurs, là je fais une toute petite incise sur l'économie qu'on considère comme discipline autiste quand elle ne s'intéresse pas aux autres disciplines, et puis dès qu'elle s'intéresse aux autres disciplines, on considère qu'elle est impérialiste, donc voilà, donc quoi qu'il arrive, on est soit autiste, soit impérialiste, on n'est jamais dans le bon camp. D'ailleurs le terme de science lugubre hein, qu'on associe à l'économie provient justement, alors il y a plusieurs interprétations, mais une des interprétations, ce serait un mot de Carlyle, du philosophe anglais qui disait que c'est une science lugubre, et il réagit il l'utilise pour la première fois en réagissant justement aux préconisations de Malthus, qui sont la restriction volontaire des naissances au sein du couple légitime. Et ça, c'est considéré par Carlyle et puis par beaucoup à l'époque comme étant une abomination. Voilà. Donc, et puis maintenant, évidemment, il y a une ouverture sur l'épidémiologie. Hein. Les démographes ont eu des contributions très très importantes au moment de la crise sanitaire pour calculer les effets sur la mortalité de la crise. Il y a des liens évidemment énormes avec la sociologie, l'anthropologie, les sciences, les études de genre, etc. Voilà. Donc aujourd'hui, elle est beaucoup. De mon point de vue, elle est presque un peu trop. C'est un petit peu toutes les disciplines qui s'approprient en fait la discipline démographique. Et moi, j'en suis un de représentants d'un économiste qui fait de la démographie. Et c'est une discipline qui a tendance un petit peu à perdre, parfois un petit peu perdre son cœur et son cœur de métier. Et c'était pour ça, notamment, il y a des institutions, et notamment l'INED, œuvrent beaucoup pour justement le développement d'une science démographique, et d'une science démographique ouverte aux autres disciplines, mais en développant quand même son cœur. C'est pour ça qu'a été créée il y a quelques années l'école des hautes études en démographie, dont j'ai eu la chance d'être le premier directeur pendant 4 ans, et dont le but était vraiment de former des docteurs en économie, encore une fois, des docteurs en démographie qui a ouvert sur les autres disciplines, mais vraiment là-dessus. Voilà, un petit cliché pour finir. J'entends souvent comme une espèce d'évidence que quand on parle de démographie, très souvent on dit démographie c'est le long terme et puis c'est prévisible. Donc ça c'est bien. C'est presque deux qualificatifs que l'on associe quasiment systématiquement, un peu comme un réflexe pavlovien dès qu'on entend parler de démographie. Alors ouais, non en fait. Long terme, vous voyez. Je ne vois pas pourquoi ce serait le long terme. Il y a des naissances, des décès, des entrées sur le territoire, des sorties tous les jours, toutes les heures aussi.
il y a 700 000 naissances par an en France, ça fait à peu près 2000 naissances par jour. On a décidé, je veux dire, que le pas de temps, ce serait l'année ou tous les 5 ans, etc. Mais c'est aussi un phénomène qui est pas continu, mais qui est presque continu, donc à une temporalité qui pourrait être plus faible que l'année. Voilà, alors parfois on dit oui, mais c'est des mouvements de long terme. Ben, là encore, non. L'année dernière, en novembre 22, on a estimé que la population mondiale avait atteint 8 milliards. On était à 7 milliards seulement 11 ans avant. Je veux dire, 1 milliard de plus de personnes sur Terre, c'est presque l'Europe plus les États-Unis, quoi. C'est colossal. C'est-à-dire que l'équivalent de la Chine arrive sur Terre, je veux dire, en 15 ans. On n'est pas du tout sur du long terme, au contraire, on est sur des phénomènes qui sont de très grande ampleur et donc qui sont de court terme. Et donc ça, il faut... Voilà. Et alors, voilà, et sans voir l'apparent paradoxe, là pour le coup, le vrai paradoxe, hein, il y a beaucoup de gens qui disent ouais, c'est le long terme, mais l'avantage c'est que c'est prévisible. Ben non, c'est pas prévisible. Hein, les prévisions de la population mondiale, déjà on ne connaît pas vraiment quelle est la taille de la population mondiale. Hein, il n'y a pas d'institut statistique suffisant pour nous dire vraiment quelle est la taille aujourd'hui. Alors savoir la taille demain, on n'en est pas là. Faire les prévisions infranationales, c'est très difficile. Hein, très peu de gens s'y risquent parce que c'est très compliqué. Il y a notamment les mouvements de population. La migration, c'est quelque chose qui est très, très difficile à anticiper. Alors, au niveau national, il y a quelques pays, hein, ceux qui ont des services statistiques de très grande qualité, qui, eux, sont capables éventuellement de dire quelque chose sur la population. L'INSEE le fait en particulier et le fait très bien. Mais vous voyez, quand il y a une... Ce n'est pas des prévisions que l'on fait, hein, ce sont des projections. C'est-à-dire, on vous dit, pour tel scénario de mortalité, si la mortalité augmente beaucoup, si la mortalité diminue beaucoup, etc., voilà ce qui va se passer. Donc, par définition, ce sont des projections. On n'accepte pas l'idée de prévision, la prévision. Et puis, je dirais, c'est une espèce de farce. Je veux dire, toute l'histoire des prévisions démographiques nous renseigne qu'il y a eu des erreurs colossales et systématiques. Donc, penser que, je veux dire, avoir réussi à faire passer dans le débat public que les démographes étaient capables de prévoir l'avenir, je veux dire, c'est quand même assez incroyable. Voilà, je vais finir avec ça. Je voulais dire, finalement, moi, ce qui me gêne le plus dans l'appropriation par le débat public ou par, mettons, les honnêtes hommes, les honnêtes femmes de la démographie, c'est qu'elle est trop souvent perçue comme une science figée, une discipline qui aurait déjà dit tout ce qu'elle avait à dire. Et finalement, le démographe devient l'expert incontesté, hein, et qu'on ne conteste pas. On lui demande quelles sont les évolutions démographiques. Et puis après, on passe à autre chose. On discute, vous voyez, de l'économie, etc. Et ça, c'est extrêmement perturbant par rapport à ce qu'est réellement cette discipline, qui est au contraire une discipline qui est tout à fait vivante, sur laquelle il reste beaucoup de choses à découvrir. Et c'est pour ça qu'elle est belle. Et c'est pour ça que je vous souhaite 2 journées voilà, tout à fait passionnantes à étudier cette discipline. Merci beaucoup.